Et si on pensait à la rancune, non pas comme une émotion, mais comme un algorithme? C'est une idée assez forte, et c'est justement ce qu'on explore aujourd'hui, en décortiquant un texte qui analyse la vengeance comme une véritable philosophie de vie. Voilà, la source commence avec cette citation qui est pour le moins directe. Toujours se venger. Et ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas une phrase volée ou un secret, c'est une philosophie de vie publiée noir sur blanc. On n'est pas dans un simple accès de colère, mais bien dans un principe directeur, un devoir. Au cœur de tout ça, il y aurait quoi? Eh bien, l'analyse propose une image, une sorte de base de données mentale. Imaginez un peu, un classeur infini, où chaque affront, chaque critique est méticuleusement archivé. Pas pour être oublié, non, mais pour être utilisé le moment venu. Alors, plongeons un peu plus dans cette idée. Première partie, la base de données mentale, une archive parfaite des rancunes. Ce n'est pas juste une métaphore, c'est présenté comme une pièce maîtresse de l'architecture psychologique en question. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, la réaction humaine qu'on connaît tous, n'est-ce pas? On pardonne, on oublie, on avance. Et de l'autre, ce que la source décrit comme une incapacité totale à faire ne serait-ce qu'une de ces trois choses. Ne pas pardonner, ne jamais oublier, et surtout ne jamais passer à autre chose. C'est une différence fondamentale pour comprendre la suite. Mais alors, d'où viendrait ce comportement? L'analyse avance une explication clinique, la blessure narcissique. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, une critique n'est pas juste une opinion, elle est vécue comme une attaque personnelle, une blessure profonde à l'image qu'on a de soi-même. Et cette blessure, au lieu de cicatriser, eh bien elle s'infecte, elle reste là et elle réclame une seule chose, la vengeance. Donc il ne s'agit pas juste d'un mauvais souvenir gardé dans un coin de sa tête, non, c'est un programme actif, un véritable algorithme qui tournerait en permanence en tâche de fond, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toujours à la recherche de l'occasion parfaite de régler un vieux compte. Ok, mais alors, comment il fonctionne cet algorithme? Est-ce que c'est juste une impulsion? Pas du tout. Selon l'analyse, il suivrait un protocole très précis basé sur des règles claires. C'est ce qu'on voit dans la deuxième partie, les 3 règles du calcul, le protocole de la vengeance. Et ces règles sont d'une logique implacable. Règle numéro 1, répondre à tout, absolument tout. La moindre attaque, même minime, exige une contre-attaque, pour ne jamais paraître faible. Règle numéro 2, toujours escalader. La riposte doit être disproportionnée pour dominer l'adversaire. Et enfin, règle 3, la patience. La vengeance n'a pas de date de péremption. Cette deuxième règle, celle de l'escalade, elle est d'ailleurs parfaitement résumée par une autre phrase de Trump lui-même. Le but n'est pas seulement de se défendre, c'est bien d'anéantir et d'humilier l'opposant, pour s'assurer qu'il ne recommencera jamais. Et là, le texte fait une distinction vraiment cruciale. D'un côté, il y a la vengeance stratégique, un outil utilisé pour un gain, et de l'autre, la vengeance dite pathologique. Et là, c'est complètement différent. C'est une compulsion, elle doit être assouvie, peu importe le coût, même si ça va à l'encontre de ses propres intérêts. La vengeance n'est plus le moyen, elle est la récompense. Bon, on a vu le comment, mais pas encore le pourquoi. Qu'est-ce qui peut bien alimenter une machine pareille? C'est le sujet de notre troisième partie. Le mécanisme psychologique, pourquoi la vengeance est compulsive. La vraie question, au fond, c'est ça. Pourquoi est-ce que ça existe? Quel mécanisme intérieur rend cette vengeance si nécessaire, si centrale? Selon l'analyse, la clé est là. Pour une personnalité de type narcissique, la critique n'est pas un simple retour d'information. C'est une attaque intolérable contre son propre sentiment d'identité, une menace pour l'image parfaite qu'elle a d'elle-même. Et puisque la menace est perçue comme existentielle, la réponse, elle, ne serait pas rationnelle. C'est un mécanisme de défense compulsif, quasi automatique, dont le seul but est d'anéantir la source de la critique pour protéger cette image de soi idéalisée. Maintenant, que se passe-t-il lorsque ce mécanisme psychologique personnel a accès aux instruments du pouvoir? C'est là que l'analyse connecte la psychologie à la politique. Et c'est l'avertissement central du texte, le risque de voir les pouvoirs de la présidence transformés en simples instruments de vengeance personnelle, l'État qui devient un outil pour régler des comptes privés. L'analyse s'appuie d'ailleurs sur des exemples concrets de la première administration de Trump pour illustrer ce schéma. Des fonctionnaires, perçus comme déloyaux ou critiques, qui auraient été systématiquement visés, comme s'ils étaient ajoutés à une liste de comptes à régler. Cet algorithme fonctionnerait alors comme un filtre de personnel. Il écarterait les experts potentiellement critiques et favoriserait les loyalistes, faisant de l'allégeance personnelle la qualité la plus importante, bien avant la compétence. Un ancien collaborateur, cité dans le texte, résume le caractère implacable du processus. Chaque affront est enregistré, chaque trahison est mémorisée, et finalement, tout le monde paye. L'argument final, c'est que ce n'est pas une simple possibilité, mais une prédiction. L'algorithme ne serait pas un bug du système, c'est le système lui-même programmé pour produire un résultat inévitable.
L'analyse nous lise donc sur cette pensée assez vertigineuse, celle d'un système de vengeance conçu pour être perpétuel, un algorithme qui ne s'arrête jamais, un cycle de rétribution sans fin.